Bonjour, bienvenue sur Diagonale TV, spécial championnat du monde Anand Topalov, et nous allons suivre aujourd'hui la 8e partie. Pour cette 8e partie, nous recevons pour la deuxième fois pour ce championnat du monde Nicolas Magic Giffard. Salut Nico. Bonjour Stéphane. Alors, maître international, Ouais. on le redira jamais assez, double champion de France, 78-80, ta plus grande fierté. Il y a très longtemps, ouais. Mais Voilà. bon, ça reste, on est sur la liste. Ben, tu es sur la liste, tu es sur Ad vitam aeternam. sur le palmarès, quoi. Voilà. Surtout que je crois que d'ailleurs, ça me fait penser que c'est assez récent, mais la FFE a récupéré le palmarès complet des champions de France et il ne l'avait pas. Hein. Si. Ah non, il ne l'avait pas. Et il a champion de fallu Paris, qu'il tu veux cherche. dire. Non, le championnat de France. Ils l'ont récupéré pour le mettre sur Internet, pour avoir le palmarès complet. Non, mais il leur manquait des dates, par exemple. Il leur manquait des dates anciennes. Non, il y a eu un championnat de France amateur en 1903, Ouais. par exemple, Voilà. qui n'avait pas été bien Ah, répertorié. mais voilà. de ce mais genre de- il n'était pas vraiment officiel non plus. Ah mais oui, Il y a- mais bon, parce ça que- compte, hein, voilà. Donc il manquait des trucs. Alors donc voilà, maintenant ils ont tout avec Bouteville qui est toujours. Recordman, il y a Record. 3 joueurs, Bouteville, Reiseman et Bacro. Mais qu'est-ce qu'il attend Bacro pour finir? Eh ben, Bacro, pratiquement à chaque championnat de France qu'il joue, il le gagne. Mais Mais oui. il a l'air de se moquer totalement du fait du d'avoir record. un record historique à Ah, battre. alors Il s'en qu'un fiche. record ça compte quand même. Mais oui. Bah oui, bon. Alors. Peut-être que plus tard, et en mûrissant, il s'apercevra que c'est important de rentrer dans l'histoire. Alors c'est bien que tu parles de Bacro parce que pour la première fois depuis alors parce que tu es aussi donc écrivain, best-seller, on peut dire que tu es un écrivain de best-seller, un best writer. Pour les échecs, disons. Pour les échecs, avec une nouvelle édition du guide des échecs dont l'édition précédente remontait à 93 et maintenant, évidemment en 93, il n'y avait pas Bacro puisqu'il était à peine Et surtout, connu. il n'y avait pas Kramnik, par Et il exemple. n'y avait pas Kranik, Il s'est révélé en 94. Voilà, et surtout 14e champion du monde, celui qui a battu Kasparov. Évidemment, on va retrouver Kramnik, Bacro et tous les joueurs modernes depuis 1993 avec les champions du monde, les parties, etc. dans le nouveau guide des échecs traité complet, alors qui est quand même magnifique. Alors c'est la Bible des échecs en français, évidemment. Alors première édition de ce livre sur l'histoire du jeu d'échecs, on va dire la fabuleuse histoire du jeu d'échecs en 78. Nouvelle édition en 93, augmentée de toute la technique, hein, c'est un livre d'initiation en fait. toute au la départ, technique. Il y a l'initiation évidemment pour apprendre à jouer, mais tout l'aspect historique. Moi j'ai appris le jeu d'échecs avec l'histoire en fait. Moi Ah. c'est ça qui m'a passionné. Ah d'accord. C'est l'histoire du jeu d'échecs. J'ai trouvé ça mais alors fabuleux qu'il y ait un jeu comme ça où on peut retrouver les meilleurs champions du monde. Même Ruy Lopez, on peut considérer qu'au 15e siècle, 16e siècle, je ne sais plus quelle est la date exacte, c'était le meilleur joueur du monde. Donc on va retrouver un jeu sur 1500 ans avec toute une histoire des grands joueurs d'échecs, les Philidor, on va retrouver les Italiens, on va retrouver tout ça, toute cette histoire-là. Donc oui, ça passe en revue la rivalité pour la place de champion du monde. Alors la rivalité pour la place champion du monde, alors au niveau des individus puis au niveau des nations, parce Voilà. qu'on va trouver Au niveau l'Espagne, politique. l'Italie, au niveau politique, au Surtout niveau pendant la guerre froide, ça avait une la importance guerre froide avec les Russes, etc. Donc toute l'histoire du jeu d'échecs, évidemment, toute une partie initiation du débutant jusqu'à joueur confirmé. Donc vous pouvez apprendre à jouer aux échecs avec ce magnifique livre qui est l'équivalent de, si vous voulez, l'encyclopédie universalisme, mais pour les échecs. Donc c'est Nicolas Giffard et Alain Bienab qui signent aussi pour un quart du bouquin toutes des problèmes d'échecs. Alors magnifique aussi pour les chercheurs, pour les détectives des échecs, Pour les esthètes. pour les esthètes. Et donc l'histoire, toute l'histoire du jeu d'échecs avec tous les champions du monde évidemment officiels, mais ceux aussi de l'histoire, avec l'histoire de ces fameux champions, j'ai envie de dire, des époques fabuleuses, hein, on va dire ça. Vous imaginez, 1500 ans d'histoire du jeu d'échecs, il s'en est passé des choses. Et évidemment aussi l'initiation. Et alors toutes les parties gagnées, toutes les victoires des championnats du monde officiels. C'est-à-dire qu'on va retrouver les victoires de Stenitz, les victoires de Lasker, de Capablanca, de Fischer, de Ça se Kasparov. termine avec le match Kramnik-Anand de 2009. De 2009, Kramnik-Anand. Donc il faudra évidemment non seulement De 2008, pardon. de 2008, il faudra compléter sa collection avec ça. Puis en plus, comme c'est revisité, il y a une réécriture, il y a une revision comme ça historique. D'ailleurs, tu l'appelles l'explosion depuis 93. Oui, ce qui s'est bah oui, passé. c'est la dissidence de Kasparov et Short. Dissidence de en Kasparov. 93. Et évidemment, il y aura sans doute une autre édition plus tard, puisqu'il faudra commenter ce match Anand Topalov. Alors,
eh bien, j'en reparlerai à la fin de l'émission. Le nouveau guide des échecs présent dans toutes les librairies, évidemment sur internet, partout. C'est absolument à avoir dans sa bibliothèque si on est passionné d'échecs. Alors, Anand Topalov, Nicolas, match où tu as un favori, puisque c'est à ton avis le joueur le plus punchy, c'est Topalov. Surtout au fil du match, c'est lui qui physiquement est le plus fort et il l'a montré dans ces dernières années. Les fins de tournoi, il les joue beaucoup mieux que les autres joueurs de son niveau. Oui. Il a toujours gagné les tournois qu'il a gagnés récemment dans les dernières rondes. Alors moi j'ai le sentiment quand je regarde jouer Topalov que c'est un joueur qui joue toutes ses parties à fond, hein, il ne fait jamais de nul de complaisance. Et je pense que sur le circuit actuellement, c'est le joueur qui me rappelle le plus Kasparov en fait. Oui, il est toujours à la recherche de l'attaque. Voilà. Il n'aime pas trop défendre, il n'est pas très patient. Son défaut, c'est qu'il est souvent trop optimiste. Et il a des ouvertures, un répertoire confectionné, mijoté, je dirais, par son jeune secondant Cheparinov, avec des variantes très aiguës, comme on a vu dans la 7e partie où il a sacrifié une pièce. Oui. Et donc, par conséquent, il est toujours à la recherche de l'initiative. Toujours. Donc, prêt à prendre des risques. Comme Kasparov. Comme Kasparov, peut-être qu'il a une connaissance générale des échecs moindre, il est un peu moins bien préparé, un peu moins fort en finale, tout un peu moins bien, mais effectivement dans la même lignée des joueurs d'attaque qu'Alekhine, que Kasparov. Voilà, donc, et Anand qui est toujours un joueur magnifique, évidemment, quand même, dont on peut signaler la constance. Le style d'Anand est plus difficile à définir. On voit chez lui un talent naturel énorme, puisqu'il lui permet de jouer à toute vitesse ses parties, ce qui est rarissime. Mais aussi, il a un peu ce défaut du joueur qui joue vite, c'est-à-dire qu'on a l'impression parfois qu'il n'approfondit pas il est un peu trop facile. Positions, un peu trop facile. Peut-être qu'il est arrivé trop facilement au sommet. Et puis alors, il a aussi donc… il n'a peut-être pas été eu assez d'opposants. En 95, il a rencontré Kasparov en finale du championnat du monde, non officiel, mais c'était à ce moment-là le deuxième joueur du monde, on peut le dire à peu près, avec Karpov. Il a perdu, quand même, après avoir tenu pendant plus de la moitié du match, mais il s'est écroulé à la fin. Alors j'ai peur que dans ce match aussi, il y ait un écroulement parce qu'il a moins d'énergie, c'est évident que… Et puis il joue en Bulgarie, il joue chez Topalov. Voilà, il joue chez Topalov. Alors on ne sait pas, est-ce que aussi il est dans des conditions optimum pour jouer? Peut-être qu'il y a des choses qu'on ne sait pas trop. Est-ce qu'il est dérangé dans son sommeil? On ne sait pas. Il y a toute cette série… Est-ce que les Bulgares… Voilà, le yaourt bulgare va-t-il intervenir? La filière bulgare, hein, on ne sait pas. Alors… match Anand Topalov, évidemment. Alors donc là, donc on est sur la 8e partie. Donc on y va. Topalov a les blancs. Alors il est mené au score. Oui, toujours d'un point. Et on se demande vraiment comment il va faire pour revenir parce que Anand joue avec une solidité extrême avec les noirs. Oui, parce qu'on va rappeler quand même que très vite que Anand a perdu la première. Alors c'était quand même la grosse surprise. Oui, parce qu'il a joué à la défense Grunfeld, sur laquelle apparemment il n'était pas aussi bien préparé que Topalov, et puis c'est une position trop complexe qui convient très bien à Topalov et un peu moins bien à lui, surtout quand il n'a pas trop approfondi l'ouverture. C'est mélanger les concepts. Mais après il est revenu puisqu'il a gagné la 2e et la 4e de façon avec les blancs. Avec les blancs à la Kramnik. Il a joué dans le style Kramnik. Anand, lui, donc, il a un style plus caméléon, il peut changer, attaquer, défendre, on ne sait pas trop. Plus universel. Suivant son humeur du jour. Ça dépend comment il se sent. Alors, on y va, Topalov a les blancs, il est mené d'un point, c'est la 8e partie. Je vous rappelle que le match se joue en 12, donc il y a quand même la pression maximale maintenant sur ces parties. Il ne reste que 4 parties pour Topalov pour revenir au score. Alors on y va, D4. Il joue aussi E4, mais un peu moins souvent que D4. D5. Dans ce match, il se cantonne donc au pion dame. Voilà. Alors D5, donc déjà ça ne sera pas une Grunfeld. Donc il a joué qu'à la première et puis finalement il a abandonné tout de suite. Gambit dame, C4. C4, C6. Donc là on est sur la défense slave. Une slave ici avec ce fameux coup C6. Très solide. Alors à la fois c'est très solide, ça consolide D5 et puis ça empêche d'enfermer le fou puisque ce fou peut envisager de sortir en F5. La défense slave, c'est pratiquement la défense la plus populaire dans les tournois open chez les jeunes maintenant. C'est la défense qu'on voit le plus fréquemment. Qui est extrêmement solide donc et qui a été beaucoup analysé ces derniers temps avec des nouvelles variantes notamment liées au petit coup A7, A6. Alors on y va, cavalier F3, cavalier F6, donc normal, on sort les cavaliers, cavalier C3. Donc là, D prend C4, évidemment, c'est toujours une menace. Alors oui, là c'est un tournant dans les ouvertures, on appelle slave, effectivement la suite qui découle de D prend C4. Voilà. Si Anand avait joué E7, E6, on appelle semi-slave. Semi-slave, c'est pas la même idée. Ouais. Voilà, donc là on prend le pion
Et là, alors les blancs peuvent envisager de jouer E4 direct, c'est-à-dire sacrifier ce pion puisque les noirs le protègent tout de suite. Ça s'appelle le gambit slave justement. Voilà. Ou alors, ce que joue Anand ici, qui est une autre option après défense C4, c'est jouer A4, donc empêcher le coup B5. Pardon, le coup B5. Et donc on va reprendre, ce que joue, Topalov. A4, on va reprendre le pion C4 plus tard après avoir joué soit A4, soit E3, soit E4, soit E3, par le fou. Soit cavalier E5. Ou alors, bien sûr, aussi cavalier E5 et prendre le pion C4. Voilà, on va le reprendre, donc on empêche cette consolidation centrale. Donc fou F5. Alors on a déjà... Il y a d'autres coups, il y a fou G4 qui existe aussi. Et cavalier A6 aussi qui existe. On aurait pu aussi jouer fou G4 ou cavalier A6, sans doute avec l'idée de le revenir. Ou E6 aussi existe. En C7, voire en B4, puisque B4 est une case sympathique. Maintenant que les blancs jouent A4, pour revenir en D5. Bon voilà, il y a plein de possibilités. Fou F5. Donc là en fait on retrouve... C'est le plus classique. Et on retrouve la même partie finalement que les parties 3 et 5. Oui, absolument. Exactement. Et on va voir que c'est exactement les mêmes coups. Alors il y a cavalier E5, donc l'autre coup classique c'est E3 au lieu de cavalier évidemment, E5 pour reprendre en C4 avec le fou. Alors fou F5, l'idée c'est qu'on empêche évidemment les blancs de jouer E4 avec l'idée d'aller prendre aussi le pion C4 et d'avoir un gros centre de pion. En jouant fou F5, on empêche ça. Donc sur E3 était possible aussi, on joue le pion d'une seule case et on prend le... Mais là il choisit... C'est l'autre variante. Voilà, cavalier E5. Donc, E6. Et F3, voilà, c'est ça l'idée de cavalier E5, c'est de jouer F3, E4, voilà. Prendre un gros espace au centre et puis poser un problème à ce fou. Oui, qui va se retrouver enfermé à l'aile droite, voilà. Un peu isolé du champ de bataille. Réaction logique là, des noirs, C5. Alors non, mais c'est pas le coup le plus principal, la variante la plus habituelle et la plus violente d'ailleurs, c'est fou B4. Fou B4. Ici. E4. E4 quand même. Fou prend E4. Et on sacrifie le fou. Pion prend, pion. Et on profite du fait que le cavalier est cloué ici. Et on a pris 2 pions. Fou D2, on joue comme ça. On peut encore jouer fou D2. Dame prend D4, c'est très violent. Troisième pion. Cavalier prend E4. Ouais, dame prend E4 échec. Dame E2. Dame E2. Fou prend D2 échec. Voilà. Roi prend D2. Tout ça est très analysé. Et il y a... en général, les noirs jouent Dame D5 maintenant. Les noirs ont 3 pions contre une pièce, si je ne m'abuse. Ouais. 3 ou 4 pions d'ailleurs. 1, 2, 3, 4 pions, puisque les autres pions ont leurs homologues, on le voit ici. Mais c'est considéré comme légèrement avantageux pour les blancs. Voilà, regardez, tous les pions rouges sont en plus. C'est quand même considéré comme avantageux, ça fait quand même 4 pions pour la pièce, c'est beaucoup. Oui, mais il s'avère que les pièces blanches sont mieux mobilisées. Et puis on a la colonne D, plus vite en jeu, on va mettre le roi en C2 sans doute, et puis on va ramener la tour. Seront plus rapidement en jeu. Il y a du jeu très vite. Bon, enfin c'est une autre variante évidemment. C'est une autre variante beaucoup plus sauvage que celle qui est jouée dans la partie là. Voilà, F3. C5. Alors C5, qui est une variante plus positionnelle et qui est saine aussi, hein, puisque là je contre-attaque. Je profite du fait que les blancs veulent jouer E4. Et que maintenant qu'on a joué F3, il faut jouer E4 pour affaiblir la case D4 et échanger ce pion très vite avec la dame qui fait pression. Mais les noirs acceptent d'avoir un fou qui est enfermé à l'aile droite. E4, fou G6, il se retrouve avec un fou un peu en dehors de la bataille. On l'a déjà signalé, c'est évidemment cette colonne de pions muselle le fou. Et puis dans les autres parties, dans les parties 3 et 5, Topalov en avait même profité pour jouer H4, menacé d'aller carrément prendre le fou G6 avec H5. Alors si les noirs résolvent ce problème, comme Anand l'a démontré dans les parties précédentes justement, le problème de ce fou, eh bien ils ont un jeu acceptable, mais pas vraiment mieux que la nulle. Hein. Alors on continue pour voir la position clé. Fou E3, donc là prise en D4 tranquillement. Et là dame prend, on n'hésite pas de rentrer dans une finale. Et après, alors on continue les coups parce que c'est les mêmes coups que les parties 3 et 5. Et on va commenter la position clé. Ici, dame prend D4, fou prend D4. Cavalier FD7, voilà, je propose effectivement un échange ici au centre. Alors je mets ce cavalier sans doute parce que les noirs veulent peut-être prendre en E5 et jouer F6, voilà, E5. Ils préparent la sortie de leur fou. Qui libérerait le fou G6 pour venir en F7. Et ça exige beaucoup de contorsion aux noirs pour pouvoir se libérer ce fou G6. Donc ici prise, fou C4 et on y est. Alors ça c'est la position qu'on a vue dans les parties numéro 3 et 5. Et là, dans ces deux parties, Anand avait joué A6. Et s'en était sorti relativement... Il s'en était sorti assez bien. Alors il y a eu deux variantes. Topalov avait joué H4 dans les deux et Anand a choisi dans la troisième de jouer H6 et dans la cinquième de jouer H5, qui sont les deux coups qui empêchent évidemment H5 prend le fou. Puisque évidemment en jouant ce pion, on peut sortir le fou en H7. Et il a joué ces deux possibilités et a réussi
quand même en jouant des jolis coups, c'était quand même pas évident parce qu'il est sous pression. Hein, il a dû analyser que en fait le coup qu'il a joué tour C8 dans cette partie lui donnait moins de souffrance, mais il s'est trompé visiblement. Il s'est trompé puisque dans cette partie, donc il n'a pas rejoué ces variantes qu'on vient de voir. Il a joué tour C8 là, c'était. Voilà. Alors avant d'arriver à ce coup, on va quand même rappeler Nicolas qu'on est en championnat du monde évidemment, donc les joueurs jouent 12 parties. Et il est classique dans ces championnats, comme on l'a vu dans les grands matchs, Kasparov-Karpov surtout. Donc ils en ont fait un paquet, hein, parce que les joueurs, en fait... Les matchs surtout Alekhine contre Capablanca, bien sûr aussi. Le gambit-dame s'était répété 25 fois sur 30. Et donc les joueurs insistent pour essayer de percer la défense adverse, et avec l'idée que s'ils arrivent à percer cette défense... Ils ont une victoire psychologique énorme, parce que... Voilà, l'adversaire n'osera plus la jouer, parce qu'il s'est dit, bah mince, ça passe, ma défense a l'air pas bonne. Et dans ce cas-là, l'angoisse du joueur, c'est de repère. Donc il va changer, mais en changeant, il risque de jouer quelque chose qu'il connaît moins bien et encore et perdre aussi. Donc il y a une espèce de barrière psychologique qu'on perce et qui permet de prendre un gros ascendant en fait. Et ça, on ne peut pas le voir en tournoi. Non, non, bien sûr, là c'était un duel, ça n'a rien à voir psychologiquement. Parce que les tournois, il y a 10 joueurs, chacun joue contre les autres, et donc chaque partie est très différente. La psychologie a beaucoup moins d'importance. Voilà. Alors quand en match, la psychologie prend une prépondérance, et c'est ça qui fait le charme, je crois, des matchs. Hein, oui, absolument. Qui change tout. Donc là, on voit que Topalov insiste, c'est la 3e fois qu'il joue cette position. Anand a testé déjà 2 choses pour tenir, il a réussi à tenir, et puis là il se dit, peut-être que Topalov a préparé finalement des nouveautés, des choses que j'ai mal comprises ou où j'ai vu qu'il y avait des faiblesses dans mon jeu dans les parties 3 et 5. Donc pour éviter l'amélioration de Topalov, je vais jouer un nouveau coup. Et là, Anand joue un nouveau coup, tour C8. Ben oui, dans ce match, c'est toujours Anand d'ailleurs qui innove. Il joue tour C8 au lieu de jouer sauf dans la 7e partie qu'on a vu l'autre jour. C'est Anand qui innove le premier dans ce match. Voilà. Et ça n'a pas l'air de déranger Topalov. Alors c'est un match aussi où les spectateurs ne doivent pas arriver en retard parce que cette partie, les 13 premiers coups ont été débités en 1 minute. À peu près. Oui, parce qu'il l'avait déjà joué 2 fois, donc effectivement, on peut dire qu'ils la connaissent. Hein. C'est un peu le défaut de ces longs duels quand les parties se répètent au niveau des ouvertures. On s'ennuie un peu dans les premiers coups puisque il ne se passe rien de spécial. Exactement. Et là, Topalov va trouver un plan intéressant. Ah bah oui, il va profiter de l'avantage de déploiement de ces pièces qui sont pratiquement tout est sorti, tout en jeu. Alors les noirs jouent pendant quelques coups avec une pièce de moins. Le fou F8 G6, il est complètement hors jeu. Et la tour H8 aussi. Donc il y a un gros avantage de sortie de pièces, de temps de développement, de mobilisation des pièces chez les blancs. Alors d'un autre côté, on se dit oui mais attention, il va échanger son fou B5 contre le cavalier D7. Oui, mais le roi noir, bien que les dames soient échangées, le roi noir a quand même des soucis avec les tours qui vont arriver sur les colonnes. Voilà, il va se retrouver au centre et en fait, on va être pourchassé par les tours, il va y avoir des motifs tactiques. Les tours blanches vont venir au centre et vont pouvoir tenter de harceler ce roi, et puis ce fou il est hors jeu, parce que non seulement celui-là n'est pas sorti, mais celui-là il est hors jeu. C'est surtout le fou G6 qui pose problème, parce qu'il est bloqué par les pions. Il est bloqué. Et ça exige plusieurs coups de perdu pour les noirs pour le sortir. Voilà. Mais là, Anand se dit, autant prendre quand même la paire de fous, malgré ses désavantages de développement et ce roi qui va être au centre. Il joue à 6, et là, les blancs ne peuvent justifier leur coup fou B5 qu'en prenant en D7. Parce que si j'enlève le fou, j'aurais perdu du temps. Oui. Donc il faut prendre en D7, et il faut quand même être costaud, parce que là, il donne la paire de fous quand même, alors que dans les autres parties, il l'avait gardé. Mais on peut estimer que le fou noir en G6 est un peu un gros pion. C'est un gros pion, c'est un gros pion, effectivement, c'est un gros pion pour l'instant. Et dans les 2 parties, d'ailleurs, les 2 Slaves qui ont précédé, tout le problème d'Anand a été de le libérer, et quand les 2 fois il a réussi à le libérer, il a fait nul facilement. Il a fait nul facilement, mais tout le problème, effectivement, est de compenser l'activité des pièces noires, des pièces blanches adverses, en faisant rentrer ce jeu. Alors, ici, roi prend D7, et là, roi E2, alors ça, on les a vus dans les autres parties aussi, un moyen classique. Dans les 2 autres parties, à chaque fois il a joué roi de Topalov. On ne roque pas parce que, évidemment... En fin de partie, le roi peut être actif vers le centre. Le roi est au centre actif et les tours sont liées de la même façon. En général, on roque parce que la dame adverse est toujours là et mettre le roi au centre alors que les dames sont là, évidemment, c'est dangereux. Voilà. Mais là, on voit que par exemple, ce roi blanc, regardez, il ne craint rien, le roi blanc. Il ne craint rien, puisqu'en face, évidemment, il n'y a pas la colonne est bouchée. La colonne est bouchée. Sur la diagonale, il ne risque pas, puisque le fou, de toute façon, est de l'autre côté. Donc, il ne risque pas d'y avoir d'échec là-dessus. Il n'y a pas de cavalier. Donc, il risque absolument rien. Au contraire, il est très utile au centre, puisqu'il peut protéger la case D1 pour les tours.
il peut avoir un rôle. Il peut aller en E3, protéger le centre. Il peut aller en E3 aussi, et il peut avoir un rôle en finale de pion aussi, hein, bien sûr. Donc, F6, bon, mais voilà, ça aussi, c'est. Alors, on se dit quand même, ça a l'air plus simple que dans les parties précédentes, puisqu'après F6, bah, le fou, c'est tout de suite. Va pouvoir... Voilà, et puis le fou F8 aussi va pouvoir bouger, puisque le pion G7 n'est plus attaqué. Le pion G7 maintenant est protégé. Donc, ça, c'est un coup F6 qu'on a vu dans les autres parties aussi. Ouais. Donc un coup classique. Mais le problème d'Anand, c'est qu'il ne va pas avoir le temps de continuer logiquement. Il n'aura pas le temps. On va voir. Tour HD1. F6, voilà. Et tout de suite, il y a des menaces. Fou prend un F6, échec au roi. Prend un pion et on fait échec de la tour. Ce qui oblige de parer l'échec et ensuite on a gagné un pion classique. Il faut enlever le roi, c'est obligé. Voilà. Et si les noirs se trompent en jouant fou D6, qui est une erreur, on joue E5. Et problème, puisqu'après. C'est la catastrophe. F prend E5, fou prend E5. Il perd au moins le pion G7. Ouais. On a un clouage sur D6. Et le seul coup ici, c'est tour C6 pour protéger. Et simplement, ben, on prend le pion G7. On a gagné un gros pion dans une finale, surtout qu'on va pouvoir échanger un fou. Et donc voilà, l'initiative demeure en plus. Voilà. Ouais. Et en plus, on a un pion E6 qui est faible. Avec un gros avantage. Hein. Même sans doute un avantage décisif ou quasi décisif. Alors, tour HD1, donc ici. Donc, ben, Anand, il ne peut pas jouer fou D6. Alors, il va jouer. Non, il doit enlever le roi. Il ne peut pas laisser le roi devant la tour. Il ne faut pas laisser le roi, il faut l'enlever. Donc, ouais, mais du coup, il est mal placé ce roi parce qu'il empêche les tours d'être liés. Ouais. On aurait aimé pouvoir jouer fou D6, roi E7 et mettre la tour, mais il n'a pas le temps. Absolument. A5. Alors, c'est marrant. Parce alors, ça, c'est pour faire jouer le cavalier qui n'avait pas de case. Et c'est marrant parce que c'est un coup qu'on a vu dans les autres parties aussi. Il veut profiter de la case B6 faible. Il veut jouer cavalier. Il va infiltrer le cavalier. Voilà, cavalier ici. Et puis il veut aussi tenir ses pions. Il coince ses pions qui ne peuvent plus bouger. Hein. Bon, peut-être qu'il n'avait pas le choix pour bouger déjà, mais voilà, ça permet effectivement d'activer le cavalier par B6. Alors avant, il faudra contrôler la case C2 sans doute, pour empêcher que la tour adverse vienne en C2. Alors fou E7. Regardez, ouais, c'est moins bien fou E7 que fou D6. Dans les autres parties, Anand avait réussi à jouer fou D6. Et en mettant le roi en E7 derrière, c'était bien. Alors, son idée, c'est de faire roi F7, mais Anand va Topalov va l'empêcher. Et jouer là. Voilà. Oui, mais même en jouant roi F7, le problème, c'est que ça active toujours pas ce fou. Oui. Mais surtout que donc Topalov joue fou B6. Fou B6. Et si le roi vient en F7, ça laisse rentrer la tour blanche en B7. La fameuse 7e rangée. Et là, ça sera la catastrophe. Le pion B7 tombe. Clouage, le pion B7 est attaqué. Si on protège par tour B8, eh ben, ça ne marche pas. On peut simplement jouer fou A7. On peut même attendre, parce qu'il n'y a rien pour protéger B7. On peut d'abord doubler les tours. Il n'est pas question de laisser la tour blanche s'infiltrer sur la 7e. Ça serait une catastrophe immédiate. Donc déjà, il est mal, quoi. Oui, alors il trouve une manière quand même de sortir ses pièces par tour F8 et tour F7 pour contrôler la 7e rangée. Ouais, mais alors son idée, c'est tour F7, fou F8 ensuite, et tout est contrôlé. Ça ira tour F7, fou F8, et je jouerai sans doute tour D7 derrière, j'ai activé ma tour. Mais c'est un peu long, mais d'un autre côté, bon, tant que... Comme les blancs n'ont pas vraiment de menaces, voilà, il n'y a pas vraiment de grosses menaces. Il n'y a pas de faiblesse non plus dans le camp noir qui soit attaquable directement. Hein, tout de suite. Sur le moment, ça m'a paru d'ailleurs une défense contre laquelle il n'y avait pas d'agression à faire. Mais là, il a trouvé un coup très simple et très fort. C'est tour C1, tour AC1. Tour C1, tout simplement. Parce qu'il veut profiter du fait que la tour C8 ne peut pas tenir toute seule la 7e rangée. Là. Il a l'idée cavalier A4. L'idée, c'est de... Soit les tours s'infiltrent soit en C7, soit en D7. De jouer cavalier A4. Et après quoi, il y a une tour blanche qui va arriver en 7e rangée. Donc il y a un échange de tours, on échange et on a la case C7 pour la tour. On va pouvoir venir en C7 attaquer ce fameux pion. C'est pour ça qu'Anand s'est senti obligé de faire quelque chose ici, de ne pas rester passif. S'il avait joué donc roi F7 n'est pas bon, mais s'il avait joué ce tour F7 prévu... Roi F7 c'est toujours pas bon à cause de tour D7. Voilà, s'il avait joué ce tour F7 dont on parlait, il y a le coup cavalier A4 qui est très gênant. Simplement cavalier A4. Regardez, vis-à-vis de tour. Voilà, vis-à-vis de tour, tour prend, il va falloir lâcher une case. Tour prend, je menace tour C7. Ou tour C8. Ou tour C8. Et sur fou D6, ce qui est possible, je peux quand même jouer tour C8, roi D7. Voilà, tour D8 échec. Tour, je peux faire échec aussi, je peux faire un échec là, je peux aussi venir en G8. Oui, et puis il y a le fou G6 qui est toujours enfermé. Ce fou qui est toujours enfermé, voilà, une possibilité. Alors tour AC1. Donc là, Anand se sent obligé de jouer. Il aurait quand même pu tenter ça, hein, bien sûr, mais F5. Voilà. Donc là, il menace d'ouvrir le jeu pour le fou. S'il arrive à échanger ici, ça libère en plus l'action de la tour F8. Bon, c'est bien, ça fait une faiblesse contre une faiblesse au centre. Ce fou devient actif puisqu'il va attaquer E4. Topalov doit bloquer par E5. Donc il faut bloquer, voilà, il bloque. Très bien.
Et là, joli coup d'Anand, ce qui paraît bon, puisqu'il joue fou G5. Alors fou G5 est intéressant puisque ça attaque la tour. Ça attaque la tour, ça libère le fou. Voilà, et ça serait une grosse faute maintenant pour Topalov d'enlever sa tour en A1 par exemple ou en B1 ou en là, C2. On aurait joué pour rien du coup. Voilà, on aurait joué pour rien. Donc il est obligé de faire fou E3, il n'a pas mieux. Voilà, il doit pas céder de terrain. Fou E3, voilà, donc fou E3, donc c'est bien. Mais voilà maintenant que Anand va faire une erreur inattendue pour un joueur de son niveau. Il a avoué après que... Voilà, donc là c'est la gaffe. Il fait une première gaffe. Qui n'aurait pas dû lui coûter la partie, mais quand même qui va donner un gros avantage à Topalov. Alors là, donc moment crucial du match. Donc déjà, on a vu qu'il était quand même un peu en difficulté par rapport aux parties précédentes où c'était plus solide. Le fait que le roi soit au centre, que les tours soient pas liées, qu'il n'ait pas réussi vraiment à libérer son jeu. Il a été menacé pendant tous les derniers coups, effectivement. Et là, il fait une gaffe. Alors déjà, c'est pas un coup qu'on a envie de jouer. Il joue F4. Alors évidemment, pourquoi on n'a pas envie de jouer F4? Parce que on a un pion qui devient... surtout, en fait, il n'a pas vu la menace des Blancs. En fait, il n'a pas vu la menace des Blancs. Les Blancs ont une menace, c'est de jouer cavalier B5 ou cavalier E4. Les deux sont... Il n'a pas vu, voilà, il n'a pas vu cette menace. Mais qu'est-ce qu'il aurait pu faire ici? Donc, il aurait pu tenter... Alors, donc ça va. Et là, il aurait pu tenter de jouer le roi E7 peut-être. Ou échanger les fous aussi. Ah oui, pardon, échanger les fous. Il aurait pu échanger le fou. Et après, roi prend E3. Et maintenant, peut-être pousser F4. F4, échec, pourquoi? Pour libérer le fou. Comme ça, le fou a des cases. En cas d'échange des tours, il aura sans doute des cases pour revenir en jeu. Et puis en plus, on a isolé ce pion, qui devient une faiblesse. Oui, alors il a eu peur de l'avancée du roi blanc en D4, je crois. On a peut-être peur de ça. Mais là, on peut jouer roi E7 et menacer soi-même de repousser le roi noir. Mais il y a cavalier E4 et le cavalier E4 quand même, mais là, on peut l'échanger ce cavalier. Voilà, et le roi prend et le pion F4 est un peu faible. Ce pion est un peu faible, effectivement. C'est pour ça qu'il ne l'a pas fait, mais ce qu'il a fait est pire. Ce qu'il a fait est pire puisqu'il joue donc F4. Il joue F4. Voilà, il joue F4 maintenant. Et là, il n'a pas vu le coup suivant magnifique de Topalov. Regardez, cavalier E4. Alors ça, c'est beau, pourquoi? Il aurait pu le jouer en B5 aussi, ça revient au même. On se dit, mais c'est idiot puisque je perds le fou E3. Oui, mais attention, parce que regardez, hop, la tour est attaquée. C'est une attaque à la découverte de la tour C8. Et voilà, donc il y a une attaque intermédiaire. Moi, je me dis, mais c'est pas grave, j'échange et après, je prends le fou E3. Donc ça permet de gagner une pièce. Mais il y a encore un coup intermédiaire. Alors on voit le coup d'Anand, il échange effectivement. Mais là, regardez, coup intermédiaire, échec. Un cavalier magnifiquement placé sur la 6e traverse en général. Cavalier magnifiquement placé. Et sur roi D7, regardez maintenant, simplement, on prend du fou. Voilà, on peut prendre du fou. Bilan de l'opération, un cavalier superbe pour les blancs, alors que les noirs n'ont rien obtenu. Alors on remonte la variante sur F4. Ce que n'a pas vu Anand, c'est ce fameux cavalier E4 intermédiaire, menace, échec. Et on peut pas... Oui, donc il aurait pu aussi jouer cavalier B5, ça revient au même. On aurait pu jouer cavalier B5, bien sûr. Donc en fait, ce qu'il ne voit pas dans le coup qu'il voit, il ne voit pas la menace cavalier B5. Il ne voit peut-être pas le coup intermédiaire d'échec. Mais même cavalier E4 ici. Oui, il le menace. Donc il faut absolument trouver autre chose. Alors, donc ici, il aurait dû échanger les fous et ne pas hésiter à faire ça. Alors bon, bref, F4, cavalier E4 et tour prend C1, cavalier D6 échec. Voilà, roi D7, fou prend C1, bilan des courses, gros cavalier central. Donc déjà les blancs, du fait d'avoir ce gros cavalier central ici, on ne peut pas avec les noirs jouer tour F5 pour attaquer le pion. Le cavalier évidemment attaque la case. C'est un cavalier puissant, puis surtout il y a une tour... menace échec à la découverte encore, il menace de prendre B7. Mais surtout on menace cavalier E4 échec. Oui, et on prend le fou. C'est encore donc mieux. Il doit encore jouer le roi. C'est la deuxième fois que le roi doit partir de la colonne D. Ça fait 2 fois, donc ça fait des coups finalement ça fait des pertes de temps. Ça prouve qu'il a été constamment sur la défensive. Bon, alors c'est joli, fou D2 simplement, fou D2. Alors pourquoi fou D2 c'est bien? Parce que d'abord ça peut libérer la tour, mais surtout on va sans doute jouer fou C3 qui tiendra le pion A5, le pion E5, le pion B2 qui va tout tenir tranquille. Voyez, et puis en D2 il continue de viser le pion F4 aussi noir qui est faible. Je continue à attaquer F4, je peux envisager pourquoi pas des tours C1 choc, quoique mais sur roi D5 je peux jouer tour C7, je peux aussi pénétrer sur la 7e. Donc fou E7. Tour échec, c'est ce qui se passe d'ailleurs ici. Là, sur, évidemment, roi... D5, la tour rentre, D5, je pense. Eh bien, quand même, tour C7. Et sur fou prend D6, pion prend D6. C'est pas sûr. Roi prend D6, eh ben, je peux prendre B7 et je continue d'attaquer. Oui, et puis on menace fou B4 échec aussi. Et je menace fou B4 échec, ramasse la tour F8 sur tour F7, qui est une possibilité. Perd A6. Et ça perd F4. Aussi. F4 et A6, Et A6, je peux faire tour B6 et ramasser. C'est encore mieux, puisque là j'ai 2 pions passés liés
Après, je vais pousser ces pions. Non, on ne pourra pas prendre A6. Ah si, pardon. Oui. On va pouvoir prendre A6. On va faire échec, prendre A6. Et on a des pions passés liés très forts. Donc ça serait perdant. Non, il doit toujours surveiller l'entrée en D7. Voilà, donc il faut absolument protéger. Donc ça, c'est instructif pour vous écouter là. Voilà, pour apprendre les échecs, il faut éviter les tours en 7e pour les blancs et inversement, quand on a les blancs, que les noirs viennent en 2e rangée, puisqu'en général, ils ramassent beaucoup de pions. beaucoup de pions, et puis il y a des menaces d'échecs aussi, en général, très pénibles. Roi D7. Donc, fou C3, voilà ce qu'on avait dit. Donc, en faisant tour C1, en fait, il a repoussé le roi noir. Et maintenant, je joue fou C3. Oui, je me suis dit, mais attention, parce que je vais prendre le cavalier. Et après, je vais récupérer le pion D6. Effectivement, il faut prendre D6. Mais il aurait pu reprendre d'ailleurs, parce que le roi noir n'aurait pas pu prendre. On aurait pu reprendre, et sur roi prend D6, échec, ramasse, la tour F8. Mais ce qu'il a fait est mieux, parce que ça lui laisse le choix ensuite de prendre soit avec le pion, soit avec la tour. Tour D1, voilà, tour D1, je cloue le fou, regardez, ça c'est magique, on ne reprend pas tout de suite, on n'est pas obligé de reprendre tout de suite aux échecs, si vous clouez, des fois ça peut être intéressant. En l'occurrence ici c'est intéressant, et on peut prendre soit du pion maintenant, soit de la tour, bien sûr. Fou F5, de la part d'Anand, donc ça, alors ce coup fou F5, sans doute pour pouvoir jouer G5, protéger F4 et libérer la tour, simplement, parce que pour l'instant la tour doit quand même vérifier ce pion, qui à tout moment peut être attaqué par tour D4 plus tard, par le fou qui vient en D2, donc il faut quand même commencer à prévoir de le protéger par un pion. Alors à noter que ça sera quand même des pions sur noir, donc sur la couleur du fou, pas terrible ça. H4, ouais, alors, ça explique le coup suivant de Topalov, il empêche G5, donc ça c'est crucial aussi bien sûr. Donc G6, non, pourquoi pas. Donc on enlève le pion G7 de la prise du fou de case blanche. Et là, on prend D6 échec. Oui, il a préféré jouer avec une tour active que reprendre tout de suite avec le pion qui aurait bloqué sa tour D1. Donc là, avec ça, il a plus de mobilité. Et puis maintenant, l'objectif suivant de Topalov, c'est le pion F4. Et alors déjà, et puis alors il y a des problèmes parce que sur roi E7, pas bon du tout. On peut jouer tour B6. Oui, ou même fou B4, ça m'a l'air très fort. Mais ouais, ou fou B4 tout de suite, qui menace de sortir la tour avec échec et on ramasse la tour derrière. Mais tour B6, sur tour B8, simplement je fais fou B4 échec, suivi de fou D6, la tour doit bouger et je prends B7. Alors à noter quand même dans cette position que les fous de couleur opposée sont un facteur annulant. Mais tant qu'il y a les tours, c'est pas fait quoi. Donc tour prend D6 échec. Donc là, roi C8. Alors là aussi, je ne joue pas roi C7, que j'aurais pu envisager, à cause sans doute de fou D4, suivi de fou B6 échec, et le roi est pris dans une espèce de boîte. Absolument, il y aurait une menace de mat qui pendrait au nez des blancs, des noirs. Ouais, une menace de mat en D8 qui immobiliserait la tour adverse sur la 8e rangée pour protéger, évidemment. Puis un roi noir qui serait totalement... Le roi blanc, au contraire, aurait une grande liberté de manœuvre, pas du tout le roi noir. Donc fou D2, ici, donc Topalov ici, donc roi C8 empêche cette manœuvre, donc ici sur fou D4, on pourrait envisager simplement tour D8 qui échange les tours, et on l'a dit, les fous de couleur opposée sont un facteur annulant, on peut même donner un pion dans ces cas-là. Donc là, regardez, en jouant H4, on a privé le pion F4 d'une défense, donc fou D2, et on ne peut pas protéger le pion F4 de façon vraiment efficace. Si on joue... Au lieu de, il y a une autre possibilité, au lieu de fou D2, il aurait pu jouer tour D4 pour attaquer le pion F4 de cette façon-là. Les noirs ne peuvent pas protéger ce pion, puisque si on joue fou B1 par exemple ici, simplement fou D2 et il est perdu. C'était peut-être un choix supérieur à celui qu'a fait Topalov d'échanger les tours, de laisser échanger les tours, disons. Oui, parce qu'en jouant fou D2 tout de suite, au lieu de tour D4, ça permet une finale de fou de couleur opposée sans les tours, ça permet, qui augmente considérablement les chances de nul en général. Mais là, il a vu qu'il aurait un pion avancé en D6, il a misé là-dessus, mais on va voir que en fait Anand avait la nulle. Donc tour D8 permet d'échanger les tours. Donc c'est quand même un moment crucial. Donc tour D4 plus précis que fou D2. Peut-être. Peut-être. Ça reste à analyser. En tout cas, ça empêche de la façon dont ils ont joué, ça a amené une finale sur tour D8, on peut prendre de la tour et ça évite l'échange de tours, et on peut se poursuivre par G4, on peut créer des grosses menaces, même après pénétrer en F7, on a effectivement une tour puissante. Et fou D2 permet tour D8, et c'est difficile d'éviter l'échange de tours, parce que si on joue tour B6, il y a le fou noir qui peut s'activer en D3. Alors, on peut faire échec, et on peut aussi... on peut faire échec, c'est bien déjà, je pense. On peut jouer aussi tour D5. Et tour D4.
Oui, ou protéger aussi. Tour D4. Et non, attention, il y a le pion E6 qui est en l'air. Ah, le pion aussi, c'est en l'air. Non, mais on peut contre-attaquer sur le pion E5 aussi. Alors, on peut jouer fou C4 aussi, peut-être, tout simplement. Ah oui, fou C4 aussi. Oui. Voilà, donc il y a cette possibilité. Ou alors, non, tout simplement, tour D4. Voilà. Tour D4 ici. Voilà, ça c'est bien. Puisque alors, qu'est-ce qui se passe sur... Là, on ne peut pas faire tour prend E6. Voilà, donc c'est mieux, il ne faut pas faire échec. Il faut jouer tour D4, on protège. Et on protège F4. Et c'est plus dur pour les blancs, là. Tout de suite. C'est plus dur. Donc... Il laisse s'échanger les tours. Par fou prend F4. Donc, on prend le pion. Tour prend D6. Voilà, il prend le pion Topalov. Tour prend D6. E prend D6. Bilan des courses. Les noirs ont réussi à échanger les tours, mais au prix d'un pion. Et quel pion? Un gros pion. Donc ça semble difficile de tenir une position comme ça avec un pion si avancé, mais avec les fous de couleur opposée, voilà. Les chances de nul, on va voir. Regardez, alors qu'est-ce que ça veut dire les fous de couleur opposée? C'est qu'on a un fou ici sur case noire et l'autre sur case blanche. Donc ces fous ne peuvent pas s'attaquer. C'est-à-dire que les noirs, ils ont un contrôle des cases blanches que les blancs ont du mal à leur contester. Voilà. Puisqu'ils n'ont qu'un fou des cases noires. On peut comprendre donc, souvent, le jeu se bloque sur la couleur du fou qu'on possède. Et si les noirs, même avec 2 pions de moins, par exemple, 3 pions de moins, parfois arrivent à annuler parce qu'ils bloquent le jeu sur la couleur de on ne peut pas bouger. Dès qu'on bouge, enfin, à un moment donné, on ne peut plus bouger parce que le roi adverse et le fou empêchent de bouger sur case blanche. On n'arrive pas à intervenir sur les cases de la couleur que contrôle l'adversaire parce qu'on n'a pas assez de force pour ça. On n'a que le roi ou les pions, mais pas le fou. Et Anand va très bien jouer cette finale. Oui, il va très très bien jouer, mais au prix de longs efforts, il va passer beaucoup de temps de réflexion et finalement il va craquer. Alors on va voir ça. Donc il joue roi D7, donc déjà vous voyez, regardez, on met les pions, les rois sur case blanche et tout, on voit qu'avec le fou on peut rien faire. Hein. Alors maintenant l'objectif de Topalov c'est d'aller prendre le pion H7 avec son roi. Voilà, s'il arrive à prendre ce pion, il a déjà un pion passé ici qui donc bloque soit le roi, soit le fou. S'il arrive à prendre ce pion H7, il aura un deuxième pion passé. Il va pouvoir jouer G4, H5 et donc se créer un deuxième pion placé. Et là, le roi va pouvoir aider. Et le fou tout seul ne pourra pas empêcher. Si par contre ces pions restent, on ne peut pas passer, on n'a qu'une seule faiblesse entre guillemets. Alors ici. En fait, maintenant pour Anand, il faut tenir en respect le roi de Topalov avec son propre roi, mais surveiller le pion avancé D6 avec le fou. C'est ça qu'il va s'escrimer à faire et il va réussir assez bien dans les coups qui suivent. Alors on va voir. Donc roi E3, fou C2, on va voir comment ça se passe. Donc ici, regardez Topalov. Il essaye de s'infiltrer. Alors attention, parce que s'il arrive le roi ici, ça risque d'être vite pénible pour après roi G7. Donc roi E8, il le suit. Voilà, j'empêche le roi de passer. Regardez. Et si les blancs maintenant poussent leur pion D7, c'est pas bon parce que le roi noir vient le capturer. Ah ben là je prends. Alors là du coup c'est moins grave si j'ai un pion de moins de ce côté-là puisque j'ai éliminé le deuxième. Le principal danger est éliminé. Le principal danger, voilà. Donc ici fou E3. Ici. Donc voilà, alors, regardez maintenant, donc le roi est passé là. On bloque maintenant l'avancée du pion blanc avec l'autre pièce. Donc c'est soit le roi qui protège d'un côté le fou, soit l'inverse, suivant où le roi. Le roi noir va essayer comme un gardien de but là de neutraliser l'avant-centre en restant devant. Voilà, on suit les coups. Il le repousse. Voilà, donc tout ça. Mais le roi noir vient. Attaque du pion. Donc là, regardez, on vient là. Regardez, vous voyez qu'on ne peut pas passer et que le fou n'aide pas. Le fou de case noire, il tape dans le vide. Il tape dans le vide et c'est très difficile de passer. Donc H5, bon, ben, il essaie de provoquer G prend H5, voire ici il menace évidemment. Alors attention, parce que sur un coup comme fou E8 ici, ça serait une erreur. Non, c'est ce qu'il a joué, fou E8. Ah non, c'est pas une erreur tout de suite, c'est pas une erreur tout de suite. Non, mais non, ce que je veux dire, c'est qu'il faut éviter H prend G6, H prend, roi prend, parce que là, du coup, on aurait le deuxième pion G passé. Voilà, donc fou E8 est forcé en fait. Non, il pouvait aussi prendre H5. On peut prendre H5 du moment qu'on il va le faire un peu plus tard. Il va le faire plus tard. Voilà, roi F7, roi H6. Maintenant, il prend. Voilà, il prend. Voilà, il prend H5, roi G5, roi G7. Oui, parce que là, sur roi G5, il menace d'aller en F6. Là, alors, il menace. C'est comme ça d'ailleurs que la partie s'est terminée. C'est quand il arrive à aller en F6. S'il vient en F6, regarde. C'est fini, il vient en E7 après et le pion est poussé. Voilà, imaginons que les noirs ne jouent pas roi G7, il joue. Laisse faire, mettons. Je sais pas, fou D7, moi, on va dire. On va dire fou D7. Regardez, roi F6, et là, c'est très dur. Pourquoi ? Parce que la menace. Parce qu'après, s'il fait roi F8, il joue fou E3, H6 échec. La menace, c'est roi D7, roi E7, le fou bouge et je fais dame. Donc je suis obligé de sacrifier le fou. Il oblige roi F8.
Donc roi F8 est forcé. Et là d'ailleurs c'est un peu un zugzwang. On peut jouer par exemple le B3 ou B4. On joue B4 par exemple. Et là il n'a pas de coup valable. S'il joue roi E8, il y a roi G7 qui gagne. Et là hop, ça y est, je prends de l'autre côté. Et s'il enlève le fou, évidemment, il y a D7 échec. S'il enlève le fou, il y a D7 échec. Imaginez fou B5, regardez. Oui, ça fait dame. Échec, du fou, et on ne peut pas revenir en 8, et donc après je fais dame avec échec en plus. Et même mat. Donc le roi noir essaye de neutraliser le roi blanc. Il reste devant, donc roi G7, il faut empêcher le roi blanc. L'opposition. Voilà, exactement, de pénétrer. Donc échec. Pour essayer de le déloger, oui. Voilà, là, j'ai pas le choix, je dois venir en F7, sinon ça permet roi F6 aussi. Hein. Donc, là, il a joué un petit coup de prévention fou E5 pour bloquer le pion E6. Il n'a pas voulu que les noirs se libèrent des diagonales. Il n'a pas envie que les noirs sacrifient. Oui, parce qu'il augmenterait l'activité du fou noir s'il pouvait le faire. Tout à fait. Donc il le neutralise en fou E5, simplement, puisque là, les noirs n'ont pas de coup. Si j'enlève le roi, c'est roi F6. Oui, c'est ça. Mais donc il a donné H4, ça c'était bon. Il a très bien joué à Nantes jusqu'à présent. Roi G6, voilà, il gagne un peu de terrain. Là, roi G4, c'est normal pour aller vers la gauche éventuellement. Fou B5, voilà, donc là l'idée c'est de venir attaquer par derrière, pourquoi pas. Oui, et puis bon, il reste en défense du pion avancé D6. Il faut que je garde un œil sur D7 voilà, aussi, bien sûr, hein, ça c'est très important. Roi F4. Alors là il recule, pourquoi? Parce que il a peur que le roi blanc passe à E4, C5. E4, voilà. tac, B6, tac. C7, et après et hop, et après je pousse. Donc il roi F7 pour commencer à aller un peu à gauche. Donc si le roi va à gauche, c'est le roi va jamais le roi, et si les blancs poussent de l'autre côté, c'est le fou qui se charge. Le roi noir doit toujours surveiller les mouvements du roi blanc en bougeant lui-même. Vaut mieux être en face, hein. Vaut mieux être en face. Roi G5, fou C6. Et voilà, c'est là, erreur. Le moment dramatique. Alors pourquoi erreur là? Qu'est-ce qu'il aurait dû jouer? Qu'est-ce qu'il aurait dû jouer là? Il aurait dû jouer fou D3 pour défendre le pion H7 avec son fou. Voilà, pour défendre. Et rester avec son roi où il est. Et avec le roi, soit rester là, soit aller en D7. En D7 voilà. Et là, les blancs peuvent pas. Non, parce que si le roi noir. C'est fini, oui, parce que dès que regardez, il n'y a pas de moyen de passer, quoi. C'est extrêmement difficile. Si on peut jouer G4, F4, F5. Oui, à ce moment-là, on échange et on jouera roi E8 et roi D7. On peut, voilà. Donc ici, par exemple, imaginons que les blancs jouent. On va essayer de voir ça. Donc par exemple ça, donc roi E8, F4. Il revient. Roi D7, parce qu'il faut bloquer ce pion. Et sur F5, simplement, on prend. On est obligé de reprendre du pion à cause du fou. Puis là, on attend avec le fou. Et là, on peut même faire échec d'ailleurs. Oui, aussi, mais on peut faire mais même on attend, et il n'y a pas de coup, c'est ça, on peut rien faire. Parce que si on bouge là, le roi n'a pas de case. S'il bouge, le fou prend le pion. Donc si on pousse, simplement là maintenant roi E6. Non, pas roi E6, si, il peut aussi, mais il peut aussi mettre le fou. Non, pas roi E6, alors il peut aussi fou G6. Fou G6, puis après il attend. Fou G6, et regardez, le roi blanc, s'il vient en H6, on attend sur les cases blanches. G7, on va... Roi E6, roi E8. Roi E6, roi E8. Attention, il y aura quand même des D7, il y a des choses. Non, mais il y a H5. Voilà, et après il y a H5 qui est possible. Voilà, enfin en tout cas, c'était une défense. Non, ça bloquait tout. Enfin, ça a été... Anand a admis que c'était son erreur, fou C6. Et fou C6, c'est une erreur. Alors pourquoi? Parce que roi H6. Voilà. Alors voilà. Roi G8. G4, abandon. Voilà, parce que. Alors abandon, il a abandonné trop vite pour les spectateurs. Alors, déjà, est-ce que je peux prendre le pion? Alors non, parce que le pion D6 va à dame immédiatement, ça c'est clair. D7 et dame, voilà. D'accord, donc alors déjà ça c'est exclu. Il a abandonné parce qu'il y a un plan imparable pour Orzobaloff. Donc si par exemple il avait joué un coup d'attente, fou D7... Le problème, attention, c'est qu'on ne peut pas jouer le roi à cause du roi prend H7. Hein. S'il avait joué fou D7. Donc il faut jouer un coup d'attente. Voilà. Alors par exemple, fou D7... On joue G5. Voilà, très bien. Donc là, voilà. G5. Voilà, très bien. Maintenant il joue fou C6, revient par exemple. Là, le coup clé maintenant c'est fou G7. Fou G7. Voilà, disons qu'il attend. Alors il faut jouer encore un coup d'attente. Ouais, par exemple, fou B5. Fou là, oui. On va voir que s'il joue fou E8, en fait, on peut le forcer à faire un coup d'attente ensuite avec le fou. Oui. Mais là, on gagne par G6. G6 maintenant. H prend G6 obligé. Roi prend. Et le roi blanc passe en E7 et on va venir ici. Imparablement. Voilà. Et là, donc, alors si les noirs avaient joué là... Fou E8, s'ils avaient joué fou E8, on faisait un coup d'attente. Fou E8. Par exemple, on joue F4, par exemple. Parce que là, il y a un zugzwang, le roi ne peut pas bouger. Voilà. C'est ça le problème. On joue F4. Ou on a encore plein de coups avec le pion, en fait. Oui, aussi. Mais... Et là, on l'oblige à rejouer. Parce que regardez, si le roi bouge, on perd H7. C'est un zugzwang. Hein. Un zugzwang, c'est-à-dire le meilleur coup serait de ne pas jouer. Ouais. C'est interdit aux échecs. Il faut jouer. Donc, fou D7, par exemple. Fou D7 et maintenant, voilà G6. Et après, H prend, roi prend. Regardez le roi noir qui est bloqué. Et on va jouer roi là.
suivi de roi E7. Enfin, on va d'abord enlever le fou en H6. Bien sûr, bien sûr. Alors, mais on peut imaginer d'autres coups. Hein. Donc, fou là, c'est forcé. Ouais, voilà, fou ici. Ouais. Alors là, on joue fou H6. On joue d'abord fou H6. Alors, enfin, on peut aussi d'ailleurs jouer roi E7, c'est gagnant, mais bon. Ah oui, il faut jouer un coup là. Voilà. Ici, donc fou H6. Et là, on ne peut pas empêcher roi. Regardez, le roi ne peut pas passer hein, à cause du fou. Alors sur roi H7, fou G5. On joue fou G5 et on ne peut pas empêcher roi E7 suivi de D7. On doit sacrifier le fou. Et ça gagne facilement. Et la suite gagne facilement. Le roi ramasse tous les pions et les pions filent la dame. Il n'y a plus rien à faire. Très joli. Donc grosse erreur ici. Et oui, il a craqué. C'est vraiment de la fatigue là. Alors que fou D3, tiens. J'imagine mal Topalov faire ce genre d'erreur. Voilà, fou D3. Parce que Topalov fatigue moins vite que Anand. Voilà, on va revoir quand même la possibilité qu'il aurait pu faire ici. Alors, roi F6 par exemple, roi D7 et F4. F4. Donc là, des coups d'attente. Non, oui, il peut même faire ici fou E2. Fou E2, voilà, donc ça force G5. Voilà. Et là, du fou coup, revient voilà, et tout est bloqué. Regardez, on ne peut plus bouger. C'est là la fameuse, regardez, grâce au pion aidé du fou, voilà, on tient tout. On se contente de bouger le fou sur la diagonale B1 H7. Et on ne peut pas bouger les pions, ils sont gobés par le fou, qui sera protégé par les pions. C'est comme ça qu'on fait nul dans les finales et finalement de fou que reposer. Absolument. Exactement. Belle partie, gaffe d'Anand quand même. Alors peut-être c'est ça, c'est ce que tu disais au début. Oui, là c'est vraiment la gaffe par fatigue. Ils en sont à ce moment-là au 55e coup, 54e coup. Et Topalov, j'imagine, dans la même situation, n'aurait jamais fait ce genre de gaffe. Est-ce que ça pourrait être un manque de préparation du coup physique d'Anand qui du coup c'est pas préparation, c'est que physiquement il est moins fort nettement. Oui, mais ça on s'entraîne physiquement. Pas Kasparov, on l'a vu. On rattrape pas 30 ans de. Voilà, c'est ça, de gabegie. Gabegie. Non, il a une vie relativement saine, mais c'est pas un sportif. On voit bien que c'est pas un sportif. Alors que Topalov, on voit clairement que c'est un athlète. Ouais. Belle victoire de Topalov qui revient dans le match. Égalité après cette 8e partie. Il reste 4 parties. Il devient favori. Alors il joue chez lui, il ne faut pas oublier. Peut-être on peut revenir en plateau sur la régie puisqu'on a fini ce commentaire de partie. Alors effectivement, Topalov a l'air plus frais sur la fin. Il joue chez lui en plus en Bulgarie. On suppose que les médias sont dessus là-bas de façon intensive aussi. Bon, on marque Anand n'est pas obligé de regarder la télé bulgare non plus. Hein. Mais alors le problème aussi, c'est un peu comme au football quand on rentre dans les 10 dernières minutes. Celui qui va maintenant gagner une partie va quasiment gagner le match. Parce que c'est très très difficile sur commande. Non mais attends, il y a un contre-exemple célèbre, c'est Kasparov-Karpov à Séville, bien sûr, où Karpov gagne l'avant-dernière et Kasparov doit gagner la dernière. Il y arrive, mais Kasparov c'est Kasparov. Ouais, c'est vrai. Je pense que quand même, sans injurier à Anand et Topalov, ils sont d'un niveau un peu en dessous de Kasparov, disons du Kasparov des années 80, 90. Mais ce qui compte, c'est la différence de niveau entre les deux, bien sûr. Oui. Voilà. Alors, on va rappeler, merci Nicolas pour nous avoir accompagnés sur cette 8e partie. Je vous rappelle, le magnifique nouveau guide des échecs, traité complet chez Lafond, dans toutes les bonnes librairies, toute l'histoire du jeu d'échecs, les parties gagnantes du championnat du monde, un quart du livre aussi consacré à des magnifiques problèmes. Alors en plus, c'est un livre, comme tu dis, qui tient, on ne le voit pas bien, mais là, il tient sur la table quand on le pose, il reste ouvert, donc il ne se referme pas. Hein. Toute la collection bouquins a cette particularité d'avoir un... Et toute l'histoire du jeu, et puis toutes les règles du jeu, hein, du déplacement des pièces, aux règles du rock, les règles de promotion, etc. C'est, je veux dire, c'est la Bible des échecs en français, il y a vraiment tout. Et puis, vous avez le plaisir d'avoir Nicolas Giffard à la maison, évidemment, le plus grand écrivain français d'échecs des temps modernes, double champion de France et maître international. Ici, c'est Nicolas Magic Giffard qu'on appelle sur Diagonale TV. Achetez le nouveau guide des échecs. Voilà, merci de nous suivre sur Diagonale TV et de nous être fidèles. Et puis, je vous donne rendez-vous pour la suite de ce magnifique championnat du monde. Anand Topalov. Au revoir.